Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Charles Aloncle, victime d'une barbouzerie XXL, révélation. Macron le brutal, les victimes du tyran. Bertrand Scholler, premier prisonnier politique. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Francis et Véronique Gaillard, ma chère Yvette Poré, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Mais que s'est-il passé contre Charles Aloncle ? Paris Match. Après la publication de son rapport sur l'odieux visuel public, le député UDR de l'Hérault s'est accordé une sortie avec sa compagne et attachée parlementaire Sherazade Kandani. Un reportage qui peut paraître sympathique et anodin, mais chaque mot de ce tweet est du fiel, une vengeance pensée, organisée, orchestrée pour dézinguer Charles Aloncle. Vous ne voyez pas ? Mais les couteaux étaient de sortie, enfin, les seconds couteaux. Cory Le Guen. Bonjour, Yael Braun-Pivet. Selon Paris Match, Charles Aloncle serait en couple avec sa collaboratrice parlementaire, ce qui est interdit depuis le vote de la loi dite confiance dans la vie politique. Un article 40 est-il prévu ? On reviendra dans un instant sur le profil de ce Cory Le Guen. Et hop, dans la foulée, la poule d'Emmanuel Macron, au perchoir, lance une enquête sur Charles Aloncle. Oh, c'est bien ficelé. Charles Aloncle dans Paris Match. Yael Braun-Pivet saisit le déontologue de l'Assemblée après la publication d'une photo. Yael Braun-Pivet donc saisit le déontologue de l'Assemblée après la publication d'une photo de Charles Aloncle et sa supposée compagne. La précision a son importance, puisque la loi interdit à un député de recruter comme collaborateur parlementaire son conjoint, ainsi que leurs ascendants et descendants directs. Et avec cette affaire, Charles Aloncle risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Vous commencez à comprendre. Charles Aloncle, vous le savez, est un honnête homme. Mais ses adversaires l'ont fait espionner par une officine de Barbouze. Oui, ils l'ont espionné pendant plusieurs jours et ils n'ont strictement rien trouvé, si ce n'est qu'il était assez proche de son attaché parlementaire. Autrement dit, c'est la confirmation de son honnêteté. Vous imaginez qui sont ceux qui ont organisé cette barbouzerie ? Je crois que vous avez les noms. Quant à l'attachée de presse de Charles Aloncle, elle réagit et elle met en lumière le complot. Écoutons. Parlementaire française, un député suivi jusque chez lui par des officines privées, c'est-à-dire que ce seraient des détectives privés qui auraient pris ces photos et non des journalistes. C'est d'une gravité absolue. Je m'étonne d'ailleurs que les médias n'aient pas davantage souligné l'illégalité et la dangerosité de telles pratiques pour notre démocratie. Elle dit la loi est très claire, elle encadre les mariages. Et après la menace de dépôt de plainte de Charles Aloncle et de sa collaboratrice parlementaire pour ces photos, Paris Match modifie discrètement le titre « Moment de détente parisienne pour Charles Aloncle et une amie ». C'est terminé, la compagne. Et cela change tout. Il n'y a rien d'illégal. Charles Aloncle est innocent. Et 45 000 € d'amende. Charles Aloncle se défend de toute illégalité. Selon lui, la loi est claire. Ils ne sont ni conjoints, ni mariés, concubins ou pacsés, et se dit abasourdi des planques et filiatures devant son immeuble. L'histoire pourrait s'arrêter là. Voyons d'ailleurs les pédigrés de ceux qui ont organisé cette barbouzerie. Celui qui a dénoncé Charles Aloncle est une barbouze. Cory Le Guen est un personnage controversé, ancien journaliste, carte de presse non renouvelée, multi-condamné pour escroquerie et affabulation. Celle qui a lancé l'enquête, Braun-Pivet, a reçu de Macron le perchoir car elle a enterré le plus gros scandale de la Ve République, l'affaire Benalla. Elle a couvert également les maquillages des comptes publics. La mafia veut la peau de Charles Aloncle, coupable d'avoir révélé
leur magouille. Non mais, vous imaginez, Yael Braun-Pivet a répondu à la requête d'une petite barbouze, elle fait donc partie du complot. Et puis, Benalla, comme je viens de vous le dire, elle a fait en sorte d'étouffer l'affaire. Macron qui maquille les comptes publics en 2024 pour éviter la sanction des législatives, Yael nous expliquait à la télévision que les Macronards sont de bons gestionnaires. Macron, c'est le Mozart de la finance. Andy Kerbrat, député de la France Insoumise, qui achète des stupéfiants à un mineur de 14 ans, rien. Raphaël Arnaud, accusé de complicité dans un assassinat, et je ne parle même pas de son attaché parlementaire, circulé, il n'y a rien à voir. Heureusement que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud n'a pas couché avec lui, sinon il aurait eu de très gros ennuis. Dans une démocratie, Yael aurait été démissionné. Mais est-on encore en démocratie? D'ailleurs, qu'en pensent les ONG et la presse étrangère? Dans L'Économiste, Macronie, indice de la démocratie 2024, la tendance au déclin démocratique mondial et le renforcement de l'autoritarisme se poursuivent jusqu'en 2024. La France a été déclassée d'une démocratie pleine à une démocratie défectueuse en 2024. Merci Macron. Et en 2023, on avait ce genre de titre. La dérive de la France vers la démocratie illibérale. Et c'est ainsi que le monde entier s'inquiète de la dérive du tyran Macron. La déclaration de Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, sur les Gilets jaunes, le 6 mars 2019, lors de son discours annuel devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Michelle Bachelet a appelé la France à enquêter sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes. En février 2019, des experts indépendants de l'ONU avaient déjà dénoncé des restrictions graves au droit de manifester, des allégations d'usage excessif de la force, LBD, grenades, etc., et un nombre élevé de blessés, plus de 1700. De nombreuses ONG, dont Amnesty International, Ligue des droits de l'homme et avocats ont critiqué cette judiciarisation comme une stratégie de dissuasion et de répression du droit de manifester. Contrôle préventif, interpellation massive, poursuite pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, etc. Des saisines de l'ONU et du Conseil de l'Europe ont aussi porté sur ces aspects. Les journalistes à l'époque ont-ils relayé ces informations? Non. Les politiques se sont-ils émus de cette dérive illibérale? Non. Au contraire, ils ont soutenu le poudré dans sa tyrannie. À quand un hommage aux victimes de la répression macroniste, gilets jaunes, les éborgnés, les arrestations arbitraires, les victimes des confinements ou du pass sanitaire? Et pendant ce temps-là, en 2024, le poudré rendait hommage aux victimes de la dictature. La sienne? Et chaque mouvement de protestation subit les mêmes techniques des macronards et autres préfets allemands. Gazage, répression, arrestation et journalistes aux ordres qui célèbrent Emmanuel Macron à vomir. Collabo, collabo! Des agriculteurs, en janvier 2026, viennent d'être gazés, tabassés à coups de matraque par les forces de l'ordre à Toulouse. Oui, un énorme soutien à nos agriculteurs. 9 ans de Macron et la Macronie se barricade, se bunkérise, se la trempe de peur dans les ministères et à l'Élysée. Et elle essaie de faire taire désormais toute voix discordante, toute voix dissidente, avec le DSA par exemple. Thierry Breton a été l'un des principaux artisans du Digital Service Act DSA. Le DSA vise à réguler les plateformes en ligne, c'est-à-dire censurer les opposants politiques, limiter la liberté d'expression, empêcher toute critique de l'UE et promouvoir bien évidemment la propagande macronarde et européiste. La France, patrie des droits de l'homme, devient sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et des européistes une tyrannie, avec la bénédiction, vous le savez, de nos politiques et des gens qu'on appelle, paraît-il, des journalistes. Cette situation inquiète désormais les alliés de la France. J.D. Vance à Munich. As a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. C'est fou.
En Belgique, un média vient d'être condamné par le Conseil de déontologie de la presse pour avoir publié le discours à Munich en 2025 du vice-président américain J.D. Vance. Un discours qui expliquait justement que la liberté d'expression était très attaquée dans les pays de l'Union européenne, CQFD. Le CDJ pointe le risque que ce discours rende hostile l'opinion publique au fonctionnement des démocraties européennes. Mais mort de rire! Si on comprend bien, la critique, la liberté d'expression devront être interdites au nom de la démocratie. Il fallait oser quand même en 2026, surtout après 1984 d'Orwell. Et comme dans tout régime illibéral, la répression bat son plein. La drôle d'affaire Olivier Marleix. Le corps pendu d'Olivier Marleix touchait le sol avec les pieds à l'arrivée de la police. Selon le rapport d'enquête, la pendaison était incomplète. Le médecin légiste de Rouen, qui a procédé à la levée du corps, a constaté une pendaison incomplète. Oui, les pieds touchaient le sol. Il faut rappeler que sa collaboratrice expliquait qu'Olivier Marleix était très combatif 2 jours avant sa mort. Il allait sortir un livre à l'automne contre Emmanuel Macron. Il allait révéler toutes ses magouilles. Et il disparaît dans d'étranges circonstances, un peu comme Éric Dénecé. Et oui, tous ceux qui s'opposent au poudré connaissent les contrôles fiscaux inopinés, les comptes bancaires fermés, les carrières professionnelles brisées. Mais rien n'y fait, la résistance s'organise et on est de plus en plus nombreux. Le Conseil d'État annule la sanction disciplinaire prise à mon encontre par le Conseil national de l'ordre des médecins. Enfin, plus exactement, Conseil national aux ordres du poudré, en raison de ma critique de la gestion de la crise du Covid. Décision stoppant l'instrumentalisation des règles professionnelles pour museler l'opposition. Mais cette répression ne fait que renforcer notre détermination. Pierre Sautarel, victime dernièrement d'une fermeture de compte, le rappelle, cela justifie nos diagnostics et nos combats. Et les Français, je dirais, ne sont plus dupes. Emmanuel Macron. Pour Lyon, le président du Racing Club de Lens. Et oui, Emmanuel Macron se présente dans un stade et tout le stade le siffle. Macron remonte dans les sondages, et oui, Paris Match. Match de foot, Macron sifflé et hué par tout un stade. Propagande contre vérité. Enfin, en 2026, qui peut être dupe de la folie du poudré? Dernier stade de la Macronie agonisante, les dénonciations des journalistes aux ordres, les décisions arbitraires, les premiers prisonniers politiques et les dissidents. Une affaire à vomir avec Sophie Aram, bien entendu. L'ancienne directrice de la chaîne de propagande russe RT France débarque sur CNews. Oui, Sophie Aram s'étonne qu'un média censé défendre la souveraineté française rouvre tranquillement le canal de la désinformation pro-russe. Attention, les chiens de garde veillent. Pas une seule voix différente du narratif Otano-Zezette ne doit être tolérée à l'antenne. 100% des prises de parole doivent célébrer Zezette, la guerre du camp du bien, Ursula la merveilleuse, Macron le génie, l'Union européenne pour Milan et la Sainte OTAN. Cette chronique ultra politiquement correcte en dit long sur l'effondrement de la liberté d'expression dans la tête des autoproclamées élites. Quant à l'idée qu'on défendrait la souveraineté française en s'alignant sur l'UE et l'OTAN, la bonne blague. J'aime beaucoup le mot propagande dans la bouche de Sophie Aram. C'est une experte. Faut-il lui rappeler qu'affirmer n'est pas prouvé? Si Xena fait de la propagande, il faut mettre en lumière ces éléments de propagande. Quoi? Xena ne donne que des informations factuelles? Mais alors, c'est vous qui faites de la propagande. Et par ailleurs, est-ce que les Russes ont vraiment besoin de faire de la propagande? Il suffit de mettre en lumière les bobards, les narratifs, tout le délire de la communication élyséenne pour être en quelque sorte efficace. Ce que ne fait jamais, bien évidemment, Sophie Aram, journaliste embusquée de l'Élysée.
C'est la raison d'ailleurs pourquoi Xavier gêne le pouvoir. Et oui, il démonte chaque semaine les bobards de Barrot et de Macron. L'antithèse, la contradiction, c'est ce que détestent le plus, et je vous l'ai montré à travers cet entretien, les macronards. Alors ils font tout pour faire taire les voix dissidentes, puisque j'évoquais Xavier. J'ai porté plainte contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour diffamation et lancé une série d'actions en justice contre les institutions françaises et européennes, après que le Conseil européen m'a mis sous sanction le 15 décembre 2025. Ces sanctions visent à m'interdire d'exercer ma profession d'écrivain journaliste et d'expert, notamment pour la chaîne RT. Mon affaire pourrait devenir un précédent inquiétant pour la liberté d'expression et pose une question simple. La République française respecte-t-elle encore sa propre constitution qui garantit la liberté d'expression, de pouvoir bénéficier d'une assistance juridique et protège la propriété privée? Xavier Moreau, comme Jacques Beau, ont été victimes de sanctions totalement arbitraires. Et en plus, ils ne peuvent pas se défendre devant la justice. Leur seul tort, informer. Certains pourraient me dire « Oui, mais il nous donne une vision pro-russe ». La belle affaire. Je lis la presse israélienne, je lis la presse moyen-orientale, comme Al Jazeera, je lis la presse américaine, etc. Le métier de journaliste se nourrit d'analyses contradictoires. S'il y a mensonge ou erreur, on le dit. Et lorsqu'on lit la presse française, on s'aperçoit d'une chose. Il y a de moins en moins de factuels, il y a de plus en plus de narratifs élyséens. Et tout simplement, lorsqu'on interdit une voix dissidente, c'est que on ne peut pas lui répondre. Dernièrement, Régis Le Sommier a été interdit de conférence alors que c'est un grand reporter. Voilà. Nos amis macronistes ne peuvent plus répondre factuellement aux critiques. Alors, ils créent des dissidents, ils créent des prisonniers politiques. Oui, des prisonniers politiques. Bertrand Scholler, 55, Bellechasse. Bertrand a pris 6 mois de prison avec sursis dans l'affaire Bribri. Écoutez son témoignage, c'est la France sous Emmanuel Macron. Bonjour Bertrand, on est vraiment très heureux de te recevoir une nouvelle fois dans ces entretiens. Une grosse actualité, mais pour que les gens comprennent bien toute cette aventure, tu as été arrêté à 6 heures du matin. Mais pour quelle raison? Alors, j'ai été arrêté à 6 heures du matin à mon domicile j'ai découvert qu'on ne pouvait pas t'arrêter à ton domicile à 6 heures du matin si la peine que tu encours est inférieure à 2 ans de prison ferme. Mais je ne le savais pas. Si je l'avais su, je pense que ça m'aurait encore plus stressé que le fait de les avoir à ma porte. Donc, ils tambourinent dans mon immeuble parisien. Ils savent exactement que je suis là, puisqu'ils vont me dire qu'ils ont triangulé mon téléphone, et ça, on va le voir dans la procédure. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent à l'opérateur télécom où est ce téléphone à telle date. Et avec les antennes, ils disent précisément là, donc ils savent que tu es là, donc ils viennent en étant sûrs de faire chou blanc. En tout cas, pour ton téléphone. Toi, tu peux te sauver par la fenêtre, mais le téléphone, ils savent où il est. Et donc, ils me demandent si je sais pourquoi ils sont là. Et je ne sais pas pourquoi ils sont là. Donc je me dis, c'est quoi ce truc? Et là, je vais découvrir un peu plus tard, une fois qu'ils vont fouiller le domicile, prendre des photos, etc., prendre mon identité, me faire signer des papiers, etc., etc. Donc il se passe plein de choses dites de procédure. À ce moment-là, ils m'ont pas mis les menottes, mais ils le feront plus tard. Et manifestement, parce qu'on leur avait demandé, parce qu'ils voient bien que je présente aucun danger, donc pour aller au bout de l'humiliation, hein, ils ont eu des instructions eux-mêmes. Je ne vais pas les vendre, mais ils n'ont jamais eu un tel cas, tu vois, dans leur service de harcèlement en général. C'est ça du harcèlement. C'est quand tu pousses quelqu'un à craquer. C'est pas juste un ou deux emails ou autre, c'est quelqu'un qui terrifie au point qu'un médecin dit la dégradation est terrible, il faut sauver cette personne, aller appréhender les malfaiteurs. C'est ça la définition du harcèlement. On va essayer d'ailleurs de bien comprendre. Tu n'as jamais envoyé de tweet à Brigitte Macron.
Tu l'as jamais Jamais. harcelé comme un enfant est harcelé à l'école par un autre. Mais dans les tweets qui me sont reprochés et qui datent d'après la date de la plainte qui a été prise à l'Élysée, c'est pas Brigitte Macron qui est allée dans un commissariat, c'est un commissariat qui s'est rendu à l'Élysée. Les tweets qui me sont reprochés datent d'après la plainte. Donc, il faut comprendre que comment est-ce que je peux être responsable ou co-responsable d'une dégradation de la santé de quelqu'un pour des faits qui datent d'après. Mais je veux dire, même dans les pires dictatures, ça n'arrive pas. Non, mais surtout que Je suis le Brigitte seul Macron. des 9 prévenus à être dans ce cas-là. Parce que Mais il après faut bien ma comprendre. garde à vue, Oui. Tu utilises un des droits fondamentaux en France, le droit de commenter un tweet, ou etc. Tu n'envoies pas ce tweet à Brigitte Macron et Brigitte Macron n'a pas de compte Twitter. Et là, on se dit, mais on est dans un monde de fous, ou tout au moins dans un monde totalitaire. alors on est dans un monde de fous et dans un monde totalitaire parce que sur ces questions-là, en plus, Brigitte Macron s'est contredite plein de fois. Elle dit, je sais que ce genre de tweet existe, mais ça ne m'intéresse pas. Mais elle dit, en fait, ça m'intéresse tellement, ça me touche tellement que j'ai une dégradation de ma santé physique. Et sa fille qui vient au procès pour expliquer que sa mère souffre vraiment, dit qu'en fait, la dégradation date de 2021 ou 2022, elle ne sait plus très bien. Mais moi, en fait, on me reproche des tweets qui datent de 2024. D'autres, on leur reproche des tweets qui datent de 2023. Mais dans les 10 personnes qui finalement se sont retrouvées au tribunal, il n'y en a aucun dont on reproche des tweets de 2022. Et on découvre, en étudiant le dossier, que c'est un canular, y compris chez Drucker, depuis 2017. Voilà. Est-ce que la presse est au courant? Ouais. Je suppose que Brigitte était branlée. Carnot de sa mère en 2017 chez Drucker en direct en parle et on voit que tout le monde a l'air de trouver ça très drôle, comme s'ils étaient au courant de choses que d'autres personnes comme moi vont entendre parler d'un bruit, mais très très tardivement. En 2017, dans la société parisienne, c'est plus un bruit. Oui, il faut aussi préciser quelque chose de très important. Sur les réseaux sociaux, ce genre de tweets ont fait des millions et des millions et des millions de vues. Des milliards de vues pour celui-là en particulier. En plus des milliards Sur de la vues. photo, Et on vient te taper dessus parce que tu poses une question ou que tu t'interroges. Donc, il n'y avait même pas d'intention malveillante. Mon tweet, c'est pas vers Compostelle, bonne nuit. Parce qu'en fait, ça se passe quand je suis vers Compostelle. Et là, moi qui avais vraiment pris soin de rester loin de ça, parce que ce qui me préoccupe dans ce couple, c'est l'eschatologie, pas le genre. Et donc, j'avais pas voulu mélanger les choses, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que Emmanuel Macron se présente comme l'antéchrist. En fait, la bête de l'événement, le portrait officiel, etc. Ceux qui me suivent savent que ça, c'est ma préoccupation. Et évidemment, quand on est préoccupé par ça, le genre, c'est anecdotique. Mais là, la photo fait des centaines de millions de vues. Moi, je suis en pause le soir et je découvre cette photo et je me dis, je ne peux pas faire semblant. Je dois aux gens qui me suivent de dire, je suis au courant de cette affaire. Tu vois, je ne veux pas faire semblant de ne pas le savoir. Et donc, je pose juste la question, être ou ne pas être. Voilà. Mais la question, elle est quand même, on est censé être en France où il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. C'était ce que tu penses. Et d'être Charlie. Et la liberté d'être Charlie. Donc, tu peux Absolument. même avoir une opinion corrosive. Voilà. Tout à fait. Et là, on te reproche ce tweet. Et un point aussi très, très important que tu as déjà souligné, c'est que Brigitte Macron ne présentera jamais de certificat médical. On doit croire la bonne parole de sa fille le jour du procès. Et une lettre de complaisance d'un médecin, mais qui date de l'époque du procès, qui dit que oui, il a constaté que son état de santé, mais tu vois, qui n'est pas du tout un certificat d'expert, elle a refusé
d'aller aux urgences médico-judiciaires. Elle doit être la seule personne dont une plainte a été jugée recevable sur ce sujet qui n'est pas allée aux urgences médico-judiciaires. C'est comme si toi, tu te plains des conséquences de coups et blessures avec un certificat d'un docteur généraliste. Alors, ça pèsera un petit peu, mais ça ne vaudra rien dans un procès sérieux parce que seuls les experts des urgences médico-judiciaires ont été formés pour voir quelqu'un qui s'est fait souffrir lui-même ou quelqu'un qui manipule, etc. C'est-à-dire qu'aux urgences médico-judiciaires, ils ne font que ça. Et en principe, il n'y a qu'eux qui font foi. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas assermenté de te faire un constat d'huissier. Ça ne vaudra rien par rapport à un constat d'huissier. Bah là, dans le cas de Brigitte Macron, elle a refusé d'aller aux urgences médico-judiciaires. Pourtant, la plainte a été prise en compte. Elle a été instruite à tel point que c'est la police judiciaire de Paris qui s'en est occupée immédiatement. Et le 10, à la même heure, 6 heures du matin, il y a 3 personnes qui ont été mises en garde à vue. 3 personnes qui ont passé une nuit en prison et 3 personnes qui vont être 3 des 10 prévenus d'un procès qui va commencer en juillet. Mais tous les autres qui vont être sélectionnés comme un casting vont être sélectionnés de décembre à avril. C'est-à-dire que les derniers sélectionnés du casting seront sélectionnés en avril. Ils vont choisir le bon alphabet, les bons profils, pas certains types de noms, pas certains types de ceci, cela, etc. Résultat, par ordre alphabétique, les 2 derniers noms, c'était Zoé Sagan et moi. Zoé Sagan, c'est Aurélien Poisson. Moi, c'est Bertrand Scholler avec un S. Tu demandes à Grok ou à ChatGPT ou à n'importe quel outil d'intelligence artificielle, quelle est la probabilité quand tu prends 10 personnes au hasard en France d'avoir les 2 derniers noms de famille, PO et SC. La probabilité, tu sais, c'est comme au loto, d'avoir tous les tirages avant le 37e sur 49. Ben là, c'est la même probabilité. C'est-à-dire, c'est en 1 sur 1 million. C'est-à-dire le fait de tirer au hasard 10 noms en France et de les avoir tous. Là, on est avant le sur. T, Oui, ça là, n'arrive pas. on est sur un aspect très important, c'est-à-dire que ils ont choisi des gens pour l'exemplarité et non pas pour la justice. Il faut savoir que dans le droit, c'est ce qu'on appelle un acte tyrannique. C'est Mais interdit c'est normalement par notre Constitution. Je vais te dire comment ils ont été choisis. Ils ont été choisis pour que dans l'alphabet, puisque moi j'ai vécu, les premiers qui vont passer, puisque le juge va dire, comme c'était prévisible, sur les 10, on va faire passer par ordre alphabétique. Eh bien, les premiers qui sont passés, et je ne sais pas du tout, je ne juge pas les autres prévenus, mais avaient le profil parfait pour créer vraiment un sentiment très négatif. Donc, il y avait peut-être un peu plus de vulgarité, plus de. D'ailleurs, c'était visible. Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient allés trop loin. Mais en même temps, parfois, tu vois, c'est un exutoire. Alors, Et puis, là, tu vois je ce vais que te je veux dire. dire, on va comment dirais-je, rappeler quand même le droit. Tu as le droit au mauvais goût, tu as le droit à la vulgarité. C'est pas, on peut Exactement. après le condamner en disant ça ne me plaît pas ou ce n'est pas mon humour, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de loi qui condamne. C'est un En précédent. tout, en Ils tout nous cas, remettent l'ordre faisait qu'en fait, les premiers créent un paysage. Et nous, les derniers, en fait, on arrivait dans un paysage hyper glauque en étant présentés comme les meneurs. Et comme par hasard, les 3 derniers, c'était Amandine Roy, tu sais, la personne qui était dans tous les oui. procès, mais qui a un autre nom de famille, en fait. Amandine Roy, c'est pas son vrai nom de famille, mais elle est juste avant, je sais plus son nom de famille, Gégouze. J, Hmm. puis P, puis Scholler. Ça, c'était. Et donc, les 3 qui sont présentés par le procureur comme les meneurs passent le second jour, alors que tous les médias ont passé en boucle les insultes misogyniques, homophobiques, transphobiques, machin. Donc, c'était vraiment la lie de l'humanité et on a gardé les 3 meneurs pour la fin.
Si ça, tu penses pas que c'est un casting qui a été choisi, mais comme un scénario de cinéma, mais conjointement, possiblement conjointement, en impliquant des gens qui ne sont censés pas s'en mêler. Et comme l'avait dit dans un très bon article, c'était Le Monde, et qui avait expliqué qu'il y avait une cellule à l'Élysée avec un préfet à sa tête qui était militarisée pour cette affaire. Non, mais Et c'est donc, complètement fou. on peut Je imaginer voudrais comme un quand même, coup je voudrais quand même qu'on mette en perspective. On a, Et Le par Monde a exemple, écrit ça. oui, oui, non, mais j'ai diffusé cette information, je la connais bien. Euh, on va mettre en perspective. On a Jacques Lang. Aujourd'hui, c'était hier plus exactement, Mike de Radio Courtoisie l'a interviewé en lui disant ça va bien, tout va bien, et Jacques Lang était très heureux, il se baladait dans Paris. Un petit mot sur vos liens avec Jeffrey Epstein, monsieur Jacques Lang. Il a dit, je fais pas de télévision en ce moment. Je me promène. Voilà. Bon, bah vous promenez. Je fais de ma foi. Gérard Miller, on ne sait toujours pas où en est son procès. On a l'affaire de Patrick Bruel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui Il ont fait des commis concerts partout et les villes n'osent pas l'interdire, alors que Voilà. si c'était Dieudonné, qui est pour l'instant Bon, pas là, accusé de ce genre ce de serait choses. autre chose. C'est-à-dire que on mobilise des forces de police, on mobilise des services d'État pour quelqu'un qui a usé de son droit donné par la Constitution, c'est-à-dire le droit à la liberté d'expression. Et Là, si c'est surtout, pas un acte totalitaire, je sais pas ce que c'est. je reprends l'obligation d'avoir un certificat médical et la personne refuse d'aller aux UMJ. Et le certificat médical, qui n'est pas un certificat médical, encore une fois, qui est une lettre de complaisance d'un médecin, va être présenté après le début des audiences en octobre. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que si dans les gens qui nous regardent, il y en a qui ont déjà été confrontés à la justice, vous savez très bien que ça ne peut pas arriver. Et donc, les avocats ont demandé la nullité des pièces, et tout a été refusé, tout a été balayé, tout a été accepté. Bon, Le bon, jugement, il fait 120 pages, il n'y a même pas 3 pages pour expliquer pour les prévenus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été individualisés les uns les autres, on a été mis en panier. C'est-à-dire qu'on est tous des cas à part, mais ils ont considéré qu'en fait, on était la même masse informe et il n'y avait pas besoin de spécifier. Mais là où c'était encore plus fort, c'est que il y a un casting. Et dans un casting, tu vas prendre des maillons forts et des maillons faibles. Et il suffit que certaines personnes qui ont été condamnées décident de ne pas faire appel et tu crées un début de jurisprudence sur ce dossier. Ce qui fait que nous, quand on fait appel, le même procès crée un début de jurisprudence pour nous. Mais parce que là, il y a si bien fait qu'ils savaient qu'il y aurait des personnes qui lâcheraient l'affaire et qui accepteraient d'être condamnées définitivement. Par ailleurs, on a été condamné, tu vois, on a eu cette affaire avec Sarkozy, c'est intéressant, je suis désolé, mais Sarkozy, les juges ont demandé qu'il commence à effectuer sa peine compte tenu des situations, de la multiplicité des condamnations, et ça avait fait un scandale. Non, il n'a pas encore fait appel de cette décision, etc. On sait qu'il est sorti de prison assez vite, que le juge qui l'avait condamné s'est fait un peu taper sur les doigts, etc., etc. Mais nous, on doit effectuer notre peine, puisqu'en fait, moi, j'ai été privé de mon compte X, indépendamment de la possibilité que j'ai de faire appel et de ne pas avoir de condamnation. C'est-à-dire, je n'ai pas de casier judiciaire, je n'ai pas de machin, mais j'ai dû effectuer Bertrand, il y a un point qui est important. Rassure-nous, il y a eu non-lieu, comme Aurore Berger aujourd'hui. Aurore Berger, elle a eu un non-lieu sur l'affaire de la crèche Babilou, alors qu'elle a menti devant la représentation nationale et qu'elle est intervenue dans une affaire absolument sordide. Tu as eu un non-lieu, toi, quand même. On a tous été condamnés, y compris celui qui a plaidé coupable. Même celui qui a plaidé coupable a été condamné. Mais condamné à quoi ? C'est-à-dire qu'il fallait de la prison avec sursis et il y en a un qui a eu de la prison ferme. Je ne sais pas si tu imagines. C'est-à-dire qu'on a tous été, et on a été condamnés à exécuter nos peines immédiatement. C'est-à-dire même celui qui était condamné à la prison ferme, je n'ai pas l'information, mais peut-être en train d'effectuer sa peine. Alors comme c'est une peine de 6 mois, elle a dû être aménagée.
Mais il y a eu une demande d'application. C'est-à-dire qu'en fait, on est 6 ou 7 à avoir fait appel, et ben, on a quand même l'inéligibilité, suppression des comptes incriminés. Donc imagine si tu es un journaliste citoyen ou autre et qui a une énorme importance à avoir tes comptes, on détruit ta possibilité économique, c'est-à-dire qu'on casse ta société, l'existence même de ta société, et indépendamment de l'appel, c'est-à-dire que même si on gagne en appel, on aura quand même effectué la peine. C'est-à-dire même si à la fin on est lavé de tout soupçon, on aura effectué la peine. Parce que tu as pris 6 mois avec sursis, c'est ça? Ouais. Et le sursis court dès maintenant. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'appel, alors qu'en principe, le sursis court une fois que l'appel est prononcé. Dans notre cas, non. Je Ah, sais mais pas, c'est... le truc de droit là, on est sur. Les Enfin, Macron bafouent le droit depuis 9 ans et tu en es une très belle, alors, hélas, une illustration, parce que on pourrait dire que tu es, dans une certaine mesure, le premier dissident politique. Parce que là, je ne vois en pas France, oui, bah, d'autres termes, hein. à être mis, oui, bah, c'est clair. On peut pas mettre, d'autres termes parce que c'est la réalité, malheureusement. C'est, la réalité, c'est qu'il y a eu de la prison effectuée pour un tweet. On se choque, nous, en France. Il y a quand c'est arrivé en Angleterre ou en Allemagne, je te rappelle qu'à part toi et quelques autres, personne ne s'est intéressé à cette affaire quand elle a eu lieu. C'est-à-dire que quand Mais je suis sorti de garde à vue, comme ça m'était arrivé en même temps qu'Aurélien, la plupart des médias n'en ont pas parlé, donc Zoé Sagan. Et le bruit qui a couru sur Internet et qui a dépassé tout le reste, c'est que c'était faux, que ce genre de choses n'arrivait pas en France et que c'était encore une invention de Zoé Sagan et comment il s'appelle son avocat, Juan Branco, et qu'en fait, il ne s'était rien passé. Alors qu'en réalité, ce que les policiers avaient dit, c'est qu'il y avait une trentaine de personnes qui allaient être interrogées, qu'ils avaient déjà identifiées sur plusieurs centaines de milliers. On ne sait pas dans quel cas, des handicapés, des pas handicapés. C'était pour dire l'impact de meneurs, puisqu'on allait présenter comme meneur Aurélien Gégous et moi, sur la France entière et que, évidemment, on allait être plus condamnés que les autres. Mais Xavier Poussat n'est toujours devant aucun tribunal. Alors, j'ai posé la question à Xavier, puisque je l'ai reçu la semaine dernière, et il m'a dit, si je n'ai pas été poursuivi, c'est pour une raison simple, c'est que j'ai une carte de journaliste et qu'il ne pouvait pas franchir justement cette ligne rouge. Car là, il y a la convention qui protège les journalistes. Et c'est la même chose pour Didier Maisto, pour d'autres qui avaient commenté telle ou telle information. Les choses sont quand même assez, maintenant, sont documentées contre la Macronie. De quel droit on peut interdire à un citoyen de ne pas se défendre, par exemple? Ça, c'est le cas de Xavier Moreau. Il est français, il n'a pas le droit de se défendre. Une décision arbitraire. Ah Le- ben, il peut même sur- plus venir en France, sinon il pourrait être mis immédiatement en garde à vue. Voilà. Voilà. Donc, on est sur une dérive illibérale qui est nette, qui est documentée et qui laisse une grande partie des journalistes français de marbre, hein, ça ne les intéresse pas. C'est Ils vrai. continuent avec leur petite case de complotistes ou Dieu sait quoi.